Chapitre 8. Expression et idée. La philosophie de Spinoza est une logique. La nature et les règles de cette logique font l'objet de la méthode. La question de savoir si la méthode et la logique du traité de la Réforme sont tout entières conservées dans l'éthique est une question importante, mais elle ne peut être résolue que par l'examen du traité lui-même. Or, celui-ci nous présente deux parties distinctes. La première partie concerne le but de la méthode ou de la philosophie, le but final de la pensée. Elle porte en principe sur la forme de l'idée vraie. La seconde partie concerne surtout les moyens d'atteindre ce but. Elle porte sur le contenu de l'idée vraie. La première partie anticipe nécessairement sur la seconde, comme le but prédétermine les moyens grâce auxquels on l'atteint. C'est chacun de ces points qu'il faut analyser. Le but de la philosophie ou la première partie de la méthode ne consiste pas à nous faire connaître quelque chose, mais à nous faire connaître notre puissance de comprendre. Non pas nous faire connaître la nature, mais nous faire concevoir et acquérir une nature humaine supérieure. C'est dire que la méthode, sous son premier aspect, est essentiellement réflexive. Elle consiste dans la seule connaissance de l'entendement pur, de sa nature, de ses lois et de ses forces. La méthode n'est rien d'autre que la connaissance réflexive ou l'idée de l'idée. À cet égard, on ne verra nulle différence entre l'éthique et le traité de la Réforme. L'objet de la méthode est aussi bien le but final de la philosophie. Le livre 5 de l'éthique décrit ce but, non pas comme la connaissance de quelque chose, mais comme la connaissance de notre puissance de comprendre ou de notre entendement. On en déduit les conditions de la béatitude comme pleine effectuation de cette puissance, d'où le titre du livre 5, De Potentia Intellecteus seu de Libertate Humana. Puisque la méthode est la connaissance réflexive elle-même, ce principe qui doit diriger nos pensées ne peut être rien d'autre que la connaissance de ce qui constitue la forme de la vérité. En quoi consiste ce rapport de la forme et de la réflexion ? La connaissance réflexive est l'idée de l'idée. Nous avons vu que l'idée de l'idée se distinguait de l'idée pour autant que nous rapportions celle-ci dans son être formel à la puissance d'exister, celle-là dans son être objectif à la puissance de penser. Mais d'un autre point de vue, l'idée prise dans son être formel se rapporte déjà à la puissance de penser. En effet, l'être formel de l'idée, c'est son existence dans l'attribut pensée. Or, cet attribut n'est pas seulement un genre d'existence, c'est aussi la condition sous laquelle on rapporte à quelque chose une puissance de penser, de comprendre ou de connaître Dieu. Sous l'attribut pensée a une puissance absolument infinie de penser. Une idée dans l'attribut pensée a une puissance déterminée de connaître ou de comprendre. La puissance de comprendre qui appartient à une idée, c'est la puissance de penser de Dieu lui-même, en tant qu'elle s'explique par cette idée. On voit donc que l'idée de l'idée, c'est l'idée considérée dans sa forme, en tant qu'elle possède une puissance de comprendre ou de connaître, comme partie de la puissance absolue de penser. En ce sens, forme et réflexion s'impliquent. La forme est donc toujours forme d'une idée que nous avons. Encore faut-il préciser, il n'y a de forme que de la vérité. Si la fausseté avait une forme, il nous serait impossible de prendre le faux pour le vrai, donc de nous tromper. La forme est donc toujours forme d'une idée vraie que nous avons. Il suffit d'avoir une idée vraie pour qu'elle se réfléchisse et réfléchisse sa puissance de connaître. Il suffit de savoir pour savoir qu'on sait. C'est pourquoi la méthode suppose qu'on ait une idée vraie quelconque. Elle suppose une force innée de l'entendement qui ne peut pas manquer parmi toutes ces idées d'en avoir une au moins qui soit vraie. La méthode n'a nullement pour but de nous faire acquérir une telle idée, mais de nous faire réfléchir celle que nous avons ou de nous faire comprendre notre puissance de connaître. Mais en quoi consiste cette réflexion ? La forme ne s'oppose pas au contenu en général. L'être formel s'oppose à l'être objectif ou représentatif. L'idée de l'idée, c'est l'idée dans sa forme, indépendamment de l'objet qu'elle représente. En effet, comme tous les attributs, la pensée est autonome. Les modes de la pensée, les idées sont donc automates. C'est dire qu'ils dépendent uniquement de l'attribut pensée dans leur être formel. Ils sont considérés sans relation à un objet. La forme de l'idée s'oppose donc à son contenu objectif ou représentatif, mais elle ne s'oppose nullement à un autre contenu que l'idée possèderait elle-même, indépendamment de l'objet qu'elle représente.
En fait, nous devons nous garder d'une double erreur concernant le contenu mais aussi la forme de l'idée. Soit la définition de la vérité comme correspondance d'une idée et de son objet. Il est certain qu'elle ne nous apprend rien sur la forme de l'idée vraie. D'où pourrait-on savoir qu'une idée convient avec l'objet? Mais elle ne nous apprend rien non plus sur le contenu de l'idée vraie. Car une idée vraie, d'après cette définition, n'aurait pas plus de réalité ou de perfection interne qu'une fausse. La conception de la vérité comme correspondance ne nous donne aucune définition du vrai, ni matérielle, ni formelle. Elle nous propose seulement une définition nominale, une dénomination extrinsèque. Or, on pensera peut-être que le clair et le distinct nous donnent une meilleure détermination, c'est-à-dire une caractéristique interne du vrai tel qu'il est dans l'idée. En fait, il n'en est rien. Pris en eux-mêmes, le clair et le distinct porte bien sur le contenu de l'idée, mais seulement sur son contenu objectif ou représentatif. Il porte également sur la forme, mais seulement sur la forme d'une conscience psychologique de l'idée. Ainsi, ils nous permettent de reconnaître une idée vraie, précisément celle que la méthode suppose, mais ne nous donnent aucune connaissance du contenu matériel de cette idée, ni de sa forme logique. Bien plus, le clair et le distinct sont incapables de dépasser la dualité de la forme et du contenu. La clarté cartésienne n'est pas une, mais double. Descartes nous invite lui-même à distinguer une évidence matérielle qui serait comme la clarté et la distinction du contenu objectif de l'idée, et une évidence formelle, clarté qui porte sur la raison de notre croyance à l'idée. Dans ses réponses aux secondes objections, Descartes présente un principe général. Il faut distinguer entre la matière ou la chose à laquelle nous donnons notre créance et la raison formelle qui meut notre volonté à la donner. Ce principe explique selon Descartes que la matière étant obscure, matière de religion, nous n'en ayons pas moins une raison claire de donner notre adhésion, lumière de la grâce. Mais il s'applique aussi dans le cas de la connaissance naturelle. La matière claire et distincte ne se confond pas avec la raison formelle, elle-même claire et distincte de notre croyance, lumière naturelle. C'est ce dualisme qui se prolongera dans la division cartésienne de l'entendement et de la volonté. Bref, il manque au cartésianisme non seulement de concevoir le vrai contenu comme contenu matériel et la vraie forme comme forme logique de l'idée, mais de s'élever jusqu'à la position de l'automate spirituel, impliquant l'identité des deux. Il y a un formalisme logique qui ne se confond pas avec la forme de la conscience psychologique. Il y a un contenu matériel de l'idée qui ne se confond pas avec un contenu représentatif. Il suffit d'accéder à cette vraie forme et à ce vrai contenu pour concevoir en même temps l'unité des deux, l'âme ou l'entendement comme automate spirituel. La forme, en tant que forme de vérité, ne fait qu'un avec le contenu de l'idée vraie quelconque. C'est en pensant le contenu d'une idée vraie que nous réfléchissons l'idée dans sa forme et que nous comprenons notre puissance de connaître. Dès lors, on voit pourquoi la méthode comporte une seconde partie et pourquoi la première anticipe nécessairement sur cette seconde. La première partie de la méthode, où le but final concerne la forme de l'idée vraie, l'idée de l'idée ou l'idée réflexive. La seconde partie concerne le contenu de l'idée vraie, c'est-à-dire l'idée adéquate. Cette seconde partie est comme le moyen subordonné au but, mais aussi comme le moyen dont dépend la réalisation du but. Elle demande en quoi consiste le contenu de l'idée, c'est-à-dire l'idée comme adéquate. L'idée vraie est, du point de vue de la forme, l'idée de l'idée, et du point de vue de la matière, l'idée adéquate. De même que l'idée de l'idée se définit comme idée réflexive, l'idée adéquate se définit comme idée expressive. Le terme adéquat chez Spinoza ne signifie jamais la correspondance de l'idée avec l'objet qu'elle représente ou désigne, mais la convenance interne de l'idée avec quelque chose qu'elle exprime. Qu'est-ce qu'elle exprime? Considérons d'abord l'idée comme la connaissance de quelque chose. Elle n'est qu'une vraie connaissance que dans la mesure où elle porte sur l'essence de la chose. Elle doit expliquer cette essence. Mais elle n'explique l'essence que dans la mesure où elle comprend la chose par sa cause prochaine. Elle doit exprimer cette cause même, c'est-à-dire envelopper la connaissance de la cause. La définition ou le concept explique l'essence et comprend la cause prochaine. Elle exprime la cause efficiente. La connaissance de l'effet, idée, enveloppe la connaissance de la cause.
Tout est aristotélicien dans cette conception de la connaissance. Spinoza ne veut pas dire simplement que les effets connus dépendent des causes. Il veut dire à la manière d'Aristote que la connaissance d'un effet dépend elle-même de la connaissance de la cause. Mais ce principe aristotélicien se trouve renouvelé par l'inspiration paralléliste. Que la connaissance aille ainsi de la cause à l'effet doit se comprendre comme la loi d'une pensée autonome, l'expression d'une puissance absolue dont toutes les idées dépendent. Il revient donc au même de dire que la connaissance de l'effet prise objectivement enveloppe la connaissance de la cause, ou que l'idée prise formellement exprime sa propre cause. La connaissance de l'effet consiste exclusivement à acquérir une connaissance plus parfaite de la cause. L'idée adéquate, c'est précisément l'idée comme exprimant sa cause. C'est en ce sens que Spinoza rappelle que sa méthode se fonde sur la possibilité d'enchaîner les idées les unes aux autres, l'une étant cause complète d'une autre. Tant que nous en restons à une idée claire et distincte, nous n'avons que la connaissance d'un effet, ou si l'on préfère, nous ne connaissons qu'une propriété de la chose. Seule l'idée adéquate, en tant qu'expressive, nous fait connaître par la cause, ou nous fait connaître l'essence de la chose. On voit dès lors en quoi consiste la seconde partie de la méthode. Nous sommes toujours supposés avoir une idée vraie, nous la reconnaissons à sa clarté. Mais même si la force innée de l'entendement nous assure à la fois cette reconnaissance et cette possession, nous restons encore dans le simple élément du hasard, fortuna. Nous n'avons pas encore une idée adéquate. Tout le problème de la méthode devient celui-ci. Comment arracher au hasard nos pensées vraies, c'est-à-dire comment faire d'une pensée vraie une idée adéquate qui s'enchaîne avec d'autres idées adéquates. Nous partons donc d'une idée vraie. Nous avons même avantage en fonction de notre dessein à choisir une idée vraie, claire et distincte qui dépend en toute évidence de notre puissance de pensée, n'ayant aucun objet dans la nature, par exemple l'idée de sphère ou de cercle. Cette idée, nous devons la rendre adéquate, donc la rattacher à sa propre cause. Il ne s'agit pas, comme dans les méthodes cartésiennes, de connaître la cause à partir de l'effet. Une telle démarche ne nous ferait rien connaître de la cause, sauf précisément ce que nous considérons dans l'effet. Il s'agit au contraire de comprendre la connaissance que nous avons de l'effet par une connaissance elle-même plus parfaite de la cause. On n'objectera que de toute manière, nous partons d'un effet connu, c'est-à-dire d'une idée supposée, donnée. Mais nous n'allons pas des propriétés de l'effet à certaines propriétés de la cause, lesquelles seraient seulement comme des conditions nécessaires en fonction de cet effet. Partant de l'effet, nous déterminons la cause. Serait-ce par fiction comme la raison suffisante de toutes les propriétés que nous concevons qu'il possède? C'est en ce sens que nous connaissons par la cause ou que la cause est mieux connue que l'effet. La méthode cartésienne est une méthode régressive et analytique. La méthode spinoziste est une méthode réflexive et synthétique. Réflexive parce qu'elle comprend la connaissance de l'effet par la connaissance de la cause. Synthétique parce qu'elle engendre toutes les propriétés de l'effet à partir de la cause connue comme raison suffisante. Nous avons une idée adéquate dans la mesure où de la chose dont nous concevons clairement certaines propriétés, nous donnons une définition génétique d'où découlent au moins toutes les propriétés connues et même d'autres que nous ne connaissions pas. On a souvent remarqué que les mathématiques chez Spinoza avaient exclusivement le rôle d'un tel processus génétique. Ce qui intéresse Spinoza dans les mathématiques n'est nullement la géométrie analytique de Descartes, mais la méthode synthétique d'Euclide et les conceptions génétiques de Hobbes. La cause comme raison suffisante est ce qui, étant donné, fait que toutes les propriétés de la chose le sont aussi, et étant supprimé, fait que les propriétés le sont toutes également. Nous définissons le plan par le mouvement de la ligne, le cercle par le mouvement d'une ligne dont une extrémité est fixe, la sphère par le mouvement d'un demi-cercle, dans la mesure où la définition de la chose exprime la cause efficiente ou la genèse du défini. L'idée même de la chose exprime sa propre cause. Nous avons fait de l'idée quelque chose d'adéquat. C'est en ce sens que Spinoza dit que la seconde partie de la méthode est d'abord une théorie de la définition.
Le point principal de toute cette seconde partie de la méthode se rapporte exclusivement à la connaissance des conditions d'une bonne définition. D'après ce qui précède, la méthode spinoziste se distingue déjà de toute démarche analytique. Pourtant, elle n'est pas sans une apparence régressive. La réflexion emprunte la même apparence que l'analyse, puisque nous supposons d'abord une idée puisque nous partons de la connaissance supposée d'un effet. Nous supposons connu clairement certaines propriétés du cercle. Nous nous élevons jusqu'à la raison suffisante d'où toutes les propriétés découlent. Mais en déterminant la raison du cercle comme le mouvement d'une ligne autour d'une de ses extrémités, nous n'atteignons pas encore une pensée qui serait formée par elle-même ou absolument. En effet, un tel mouvement n'est pas contenu dans le concept de ligne. Il est lui-même fictif et réclame une cause qui le détermine. C'est pourquoi, si la seconde partie de la méthode consiste d'abord dans la théorie de la définition, elle ne se réduit pas à cette théorie. Un dernier problème se présente. Comment conjurer la supposition dont on est parti? Par là même, comment sortir d'un enchaînement fictif? Comment construire le réel lui-même au lieu d'en rester au niveau des choses mathématiques ou des êtres de raison? Nous arrivons à la position d'un principe à partir d'une hypothèse, mais il faut que le principe soit d'une nature telle qu'il s'affranchisse entièrement de l'hypothèse, qu'il se fonde lui-même et fonde le mouvement par lequel nous y arrivons. Il faut qu'il rende caduque aussitôt que possible le présupposé dont nous sommes partis pour le découvrir. La méthode spinoziste, dans son opposition à Descartes, pose un problème très analogue à celui de Fichte dans sa réaction contre Kant. Fichte, non moins que Kant, part d'une hypothèse, mais contrairement à Kant, il prétend arriver à un principe absolu qui fait disparaître l'hypothèse de départ. Ainsi, dès que le principe est découvert, le droit donné doit faire place à une construction du donné, le jugement hypothétique à un jugement thétique, l'analyse à une genèse. Guéroult dit fort bien, à quelque moment que ce soit, la doctrine de la science affirme toujours que le principe, devant valoir à lui seul la méthode analytique, ne doit pas poursuivre d'autre fin que sa propre suppression. Elle entend donc bien que toute l'efficacité doit rester à la seule méthode constructive. Spinoza reconnaît qu'il ne peut pas immédiatement exposer les vérités de la nature dans l'ordre du. Spinoza a invoqué l'ordre du, et il ajoute « Si par hasard quelqu'un demande pourquoi moi-même n'est pas tout d'abord et avant tout exposé dans cet ordre les vérités de la nature, une fois dit que la vérité se manifeste elle-même. Je lui réponds, et en même temps lui conseille, de bien vouloir d'abord considérer l'ordre de notre démonstration. La plupart des traducteurs supposent qu'il y a une lacune dans ce dernier texte, et ils considèrent que Spinoza se fait à lui-même une objection pertinente. Ils ne considèrent que plus tard dans l'éthique, Spinoza aurait trouvé le moyen d'exposer les vérités dans l'ordre. Selon Poiré, il ne nous semble pas qu'il y ait de la moindre lacune. Spinoza dit qu'il ne peut pas dès le début suivre l'ordre du, parce que cet ordre ne peut être atteint qu'à un certain moment dans l'ordre des démonstrations. Et loin que l'éthique corrige ce point, elle le maintient rigoureusement, comme nous le verrons au chapitre 18. L'ordre du, c'est-à-dire il ne peut pas immédiatement enchaîner les idées comme elles doivent l'être pour que le réel soit reproduit par la seule puissance de la pensée. On n'y verra pas une insuffisance de la méthode, mais une exigence de la méthode spinoziste, sa manière à elle de prendre du temps. Car en revanche, Spinoza reconnaît aussi qu'il peut très vite arriver au principe absolu dont toutes les idées découlent dans l'ordre du. La méthode ne sera parfaite que lorsque nous posséderons l'idée de l'être parfait. Dès le début donc, il nous faudra veiller à ce que nous arrivions le plus rapidement possible à la connaissance d'un tel être. Il faut que nous commencions aussitôt que faire se peut par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature, conformément à l'ordre, et pour que toute notre perception soit ordonnée et unifiée, il faut que, aussi rapidement que faire se peut et que la raison l'exige, nous recherchions s'il y a un être et aussi quel il est, qu'il soit la cause de toute chose, afin que son essence objective soit aussi la cause de toutes nos idées. Il arrive que les interprètes déforment ces textes, il arrive aussi qu'on les explique comme s'ils se rapportaient à un moment imparfait dans la pensée de Spinoza. Il n'en est pas ainsi.
Qu'on ne puisse pas partir de l'idée de Dieu, qu'on ne puisse pas dès le début s'installer en Dieu est une constante du spinozisme. Les différences de l'éthique avec le traité de la Réforme sont réelles, mais elles ne portent pas sur ce point. Elles porteront seulement sur les moyens utilisés pour arriver le plus vite possible à l'idée de Dieu. Quelle est la théorie du traité de la Réforme? Si nous considérons une régression à l'infini, c'est-à-dire un enchaînement infini de choses qui n'existent pas par leur forme propre, nature ou dont les idées ne sont pas formées par elles-mêmes, nous reconnaissons que le concept de cette régression n'a rien d'absurde. Mais en même temps, et c'est là le vrai sens de la preuve a posteriori classique, il serait absurde de ne pas reconnaître ici que les choses qui n'existent pas par leur nature sont déterminées à exister et à produire leur effet par une chose qui, elle, existe nécessairement et produit ses effets par soi. C'est toujours Dieu qui détermine une cause quelconque à produire son effet. Aussi bien Dieu n'est-il jamais à proprement parler cause lointaine ou éloignée. Nous ne portons donc pas de l'idée de Dieu, mais nous y arrivons très vite, dès le début de la régression. Sinon, nous ne pourrions même pas comprendre la possibilité d'une série, son efficience et son actualité. Peu importe dès lors que nous passions par une fiction, et même il ne peut être avantageux d'invoquer une fiction pour arriver le plus vite possible à l'idée de Dieu sans tomber dans les pièges d'une régression infinie. Par exemple, nous concevons la sphère, nous formons une idée à laquelle aucun objet ne correspond dans la nature. Nous l'expliquons par le mouvement du demi-cercle. Cette cause est bien fictive, puisqu'il n'y a rien dans la nature qui soit produit de cette façon. Elle n'en est pas moins une perception vraie, mais dans la mesure où elle est jointe à l'idée de Dieu comme au principe qui détermine idéalement le demi-cercle à se mouvoir, c'est-à-dire qui détermine cette cause à produire l'idée de sphère. Or, tout change dès que nous arrivons ainsi à l'idée de Dieu, car cette idée nous la formons par elle-même et absolument. S'il y a un Dieu ou quelque être omniscient, il ne peut former absolument aucune fiction. À partir de l'idée de Dieu, nous déduisons toutes les idées les unes des autres, dans l'ordre dû. Non seulement l'ordre est maintenant celui d'une synthèse progressive, mais prises dans cet ordre, les idées ne peuvent plus consister en être de raison et excluent toute fonction. Ce sont nécessairement les idées de choses réelles ou vraies, des idées auxquelles correspond quelque chose dans la nature. À partir de l'idée de Dieu, la production des idées est elle-même une reproduction des choses de la nature. L'enchaînement des idées n'a pas à copier l'enchaînement des choses. Il reproduit automatiquement cet enchaînement dans la mesure où les idées sont produites elles-mêmes et pour leur compte à partir de l'idée de Dieu. Il est certain que les idées représentent quelque chose, mais précisément elles ne représentent quelque chose que parce qu'elles expriment leur propre cause et expriment l'essence de Dieu qui détermine cette cause. Toutes les idées, dit Spinoza, expriment ou enveloppent l'essence de Dieu, et en tant que telles sont des idées de choses réelles ou vraies. Nous ne sommes plus dans le processus régressif qui rattache une idée vraie à sa cause, même par fiction, pour s'élever aussi vite que possible à l'idée de Dieu. Ce processus déterminait seulement en droit le contenu de l'idée vraie. Nous suivons maintenant une démarche progressive, excluant toute fiction allant d'un être réel à un autre, déduisant les idées les unes des autres à partir de l'idée de Dieu. Alors les idées s'enchaînent conformément à leur contenu propre, mais aussi leur contenu se trouve déterminé par cet enchaînement. Nous saisissons l'identité de la forme et du contenu. Nous sommes certains que l'enchaînement des idées reproduit la réalité comme telle. Comment cette déduction se fait en détail, nous le verrons plus tard. Il nous suffit pour le moment de considérer que l'idée de Dieu comme principe absolu s'affranchit de l'hypothèse dont nous étions partis pour nous élever jusqu'à elle et fonde un enchaînement des idées adéquates identiques à la construction du réel. Donc la seconde partie de la méthode ne se contente pas d'une théorie de la définition génétique, mais doit s'achever dans la théorie d'une déduction productive. La méthode de Spinoza comporte donc 3 grands chapitres, chacun étroitement impliqué par les autres. La première partie de la méthode concerne la fin de la pensée. Celle-ci consiste moins à connaître quelque chose qu'à connaître notre puissance de connaître. De ce point de vue, la pensée est considérée dans sa forme, la forme de l'idée vraie. C'est l'idée de l'idée ou l'idée réflexive. La définition formelle de la vérité est la suivante.
L'idée vraie, c'est l'idée en tant qu'elle s'explique par notre puissance de connaître. La méthode sous ce premier aspect est elle-même réflexive. La deuxième partie de la méthode concerne le moyen de réaliser cette fin. Une idée vraie quelconque est supposée donnée, mais nous devons en faire une idée adéquate. L'adéquation constitue la matière du vrai. La définition de l'idée adéquate, définition matérielle de la vérité, se présente ainsi. L'idée en tant qu'elle exprime sa propre cause et en tant qu'elle exprime l'essence de Dieu comme déterminant cette cause. L'idée adéquate, c'est donc l'idée expressive. Sous ce second aspect, la méthode est génétique. On détermine la cause de l'idée comme la raison suffisante de toutes les propriétés de la chose. C'est cette partie de la méthode qui nous mène à la plus haute pensée, c'est-à-dire qui nous conduit le plus vite possible à l'idée de Dieu. La seconde partie s'achève dans un troisième et dernier chapitre qui concerne l'unité de la forme et du contenu, du but et du moyen. Il en est chez Spinoza comme chez Aristote, où la définition formelle et la définition matérielle en général morcellent l'unité réelle d'une définition complète. Entre l'idée et l'idée de l'idée, il n'y a qu'une distinction de raison. L'idée réflexive et l'idée expressive sont une seule et même chose en réalité. Comment comprendre cette unité dernière ? Jamais une idée n'a pour cause l'objet qu'elle représente. Au contraire, elle représente un objet parce qu'elle exprime sa propre cause. Il n'y a donc un contenu de l'idée, contenu expressif et non représentatif, qui renvoie seulement à la puissance de pensée. Mais la puissance de pensée est ce qui constitue la forme de l'idée comme telle. L'unité concrète des deux se manifeste dans toutes les idées, se déduisent les unes des autres, matériellement à partir de l'idée de Dieu, formellement sous la seule puissance de pensée. De ce point de vue, la méthode est déductive. La forme comme forme logique et le contenu comme contenu expressif se réunissent dans l'enchaînement des idées. On remarquera combien Spinoza insiste sur cette unité dans l'enchaînement. Au moment même où il dit que la méthode ne se propose pas de nous faire connaître quelque chose, mais de nous faire connaître notre puissance de comprendre. Il ajoute que nous ne connaissons celle-ci que dans la mesure où nous connaissons le plus de choses possibles liées les unes aux autres. Inversement, quand il montre que nos idées sont causes les unes des autres, il en conclut que toutes ont pour cause notre puissance de comprendre ou de penser. Mais surtout le terme automate spirituel témoigne de l'unité. L'âme est une espèce d'automate spirituel, c'est-à-dire en pensant nous n'obéissons qu'aux lois de la pensée, lois qui déterminent à la fois la forme et le contenu de l'idée vraie, qui nous font enchaîner les idées d'après leur propre cause et suivant notre propre puissance, si bien que nous ne connaissons pas notre puissance de comprendre sans connaître par les causes toutes les choses qui tombent sous cette puissance. L'automate spirituel apparaît dans le traité de la réforme de l'entendement 85. Leibniz, pour son compte qui n'emploie pas l'expression avant le système nouveau de 1695, semble bien l'emprunter à Spinoza. Et malgré la différence des deux interprétations, l'automate spirituel a un aspect commun chez Leibniz et chez Spinoza. Il désigne la nouvelle forme logique de l'idée, le nouveau contenu expressif de l'idée et l'unité de cette forme et de ce contenu. En quel sens l'idée de Dieu est-elle vraie ? On ne dira pas d'elle qu'elle exprime sa propre cause, formée absolument, c'est-à-dire sans l'aide d'autres idées. Elle exprime l'infini. C'est donc à propos de l'idée de Dieu que Spinoza déclare « La forme de la pensée vraie doit résider dans cette pensée même, sans aucun rapport avec d'autres pensées ». Il peut paraître étrange cependant que Spinoza ne réserve pas l'application d'un tel principe à l'idée de Dieu, mais l'étende à toutes les pensées, au point qu'il ajoute « Il ne faut pas dire que la différence du vrai et du faux provient de ce que la pensée vraie consiste à connaître les choses par leur cause première, en quoi certes elle différerait déjà beaucoup de la fausse. »